Cette semaine, à porte ouverte au Musée de la Civilisation, on s'intonise les musiques du monde. Nous sommes présentement dans l'exposition Le Temps des Québécois, cette grande exposition qui relate 4 siècles d'histoire au Québec, autant le monde du travail, le monde religieux, enfin la culture populaire. Et derrière moi, il y a une enseigne qui est celle de Gagné et Frères, qui traduit bien aussi une réalité importante de la culture québécoise et de cette évolution, c'est-à-dire le monde musical. La collection du Musée de la Civilisation comporte une collection d'instruments de musique et Michel Laurent, qui est le conservateur de cette collection, va nous présenter comment elle s'est constituée, nous en faire l'historique. Mais le point central de cette émission, c'est évidemment la collection d'Henri Dorion, qui est au cœur de notre émission. Et imaginez, cette collection, au moment où on l'a acquise, a pratiquement doublé la collection d'instruments de musique. Et ce qui est intéressant, avec Henri Dorion, on va être capable de refaire le parcours de collectionnement, à la fois sur le plan géographique, mais aussi les motivations derrière la démarche d'Henri Dorion. Mais tout d'abord, allons voir la collection avec Michel Laurent à la Réserve nationale. Alors, Michel, on est au cœur de la grande collection des instruments de musique. Il y a combien d'instruments ici? Alors, dans les collections nationales, il y a 400 pièces environ. Alors, c'est une collection qui date des premières pièces des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut dire qu'il y a 2 parties principales. Il y a la collection classique et traditionnelle folklorique québécoise et l'autre partie qui est la collection ethnographique. Alors là où on a des objets qui viennent de partout à travers le monde. Dont la fameuse collection d'Henri Dorion. Dont la fameuse collection d'Henri Dorion qui possède à elle seule plusieurs centaines d'objets. On a ici une très belle pièce qui est un violoncelle, une pièce qui est magnifique et qui a appartenu à un grand compositeur d'origine européenne, mais qui est resté ici au Québec au 19e siècle. Alors, c'est Antoine de Sanne. Alors, c'est un violoncelle de fabrication européenne du 19e siècle, vraiment exceptionnel. Le violoncelle-là, il aurait appartenu à Antoine à partir de l'âge de 11 ans. Antoine de Sanne a été compositeur, organiste. Il a travaillé beaucoup aux États-Unis. Il a travaillé ici au Québec. Il a travaillé dans cette région. Il fait de nombreux concerts en Europe. Alors, c'est un personnage qui est vraiment très, très connu. Et avec ce violoncelle-là, me semble-t-il qu'il y a un violon aussi qui y est associé. Oui, toute la famille était des musiciens. Et ils sont restés musiciens à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans la collection, nous avons un violon exceptionnel du 19e siècle, un violon anglais, un violon qui a été fait par Nathaniel Cross. Et il est daté de 1751. C'est vraiment une pièce magnifique dans un état de conservation. Et il était utilisé par le premier violon de l'Orchestre symphonique de Québec. Alors, une autre pièce historiée, quelque chose d'extrêmement rare. Alors, c'est une pièce incroyable. Quand on a découvert cette pièce-là, et aussi l'inscription qu'il y avait à l'intérieur, on s'est dit qu'on avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Alors, je pense que tout le monde connaît Laurier, Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, peut-être le plus connu, le plus adulé, je veux dire, au Canada. Alors, son épouse, Léa, jouait de la guitare. Et dans les collections du musée, nous avons la guitare de Léa Laurier. Alors, une très belle guitare, elle aussi européenne. On peut remarquer, la composition, alors la caisse est vraiment très petite, c'est vraiment caractéristique des guitares du 19e siècle. Et si on regarde à l'intérieur, on peut voir justement l'inscription guitares qui ont appartenu à Léa Laurier. Au plomb, c'est pour ça qu'on la voit, mais tout à fait. C'est vraiment inscrit au plomb. Et on voit le nacre, de l'ébène, ça c'est nacre, ébène, effectivement, épinette pour la table d'harmonie et acajou pour le dos. Alors, un autre instrument tout à fait extraordinaire et qui, lui, va servir très bientôt.
Alors, c'est une contrebasse qui a appartenu à nul autre que Charlie Biddle. OK. Alors, je ne sais pas si tu connais Charlie Biddle. Charlie Biddle était un contrebassiste et c'est lui qui a amené dans les années 40, 50 le jazz à Montréal. Alors, il a ouvert des restaurants. Alors, ça a été vraiment quelqu'un de très important pour le jazz chez nous. Alors, c'est une très belle contrebasse du 19e siècle, probablement allemande de fabrication. Alors ici, Michel, on a une pièce assez spectaculaire qui appartient à une légende musicale du Québec. Oui. Et je te le donne en mille. Qui ça peut être? Est-ce que tu le sais? Tu l'avais déjà Offenbach. dit? Offenbach, tu l'as dit. Alors, c'est un orgue qui a appartenu à Jerry Boulet. Alors, l'orgue a été donné au Musée de la Civilisation en 91 par l'épouse de Jerry Boulet lorsqu'il est décédé, Madame Feraldo. Madame Feraldo. Alors, il faut dire que ces pièces-là étaient des pièces qui étaient utilisées autrefois dans les églises. Hein. Alors, les orgues, bon, on a eu les Casavants, tout le monde les a connus. Mais à une certaine époque, l'époque à yéyé ou l'époque à gogo, alors on a transformé toute la musicalité, les hymnes. Alors, on a fait entrer dans les églises différents instruments de musique, dont ce type d'orgue-là, qui est un B3, un Hammond B3. C'est un très bel instrument électrique, alors électroacoustique, alors avec 2 Leslie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qui a été développé aux États-Unis dans les années 30 par un ingénieur. Dénommé Leslie, d'ailleurs. Tout à fait. Il trouvait que la sonorité des orgues n'était pas suffisamment forte, qu'il n'y avait pas suffisamment de puissance. Alors, il a développé cette technologie-là qui fonctionne à merveille et qui est vraiment d'une stabilité incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet instrument-là nous montre aussi l'ouverture que la collection peut avoir par rapport à la musique contemporaine. Alors, on n'est pas uniquement dans l'univers de la musique traditionnelle ou classique, mais aussi on est purement dans le domaine du rock, on est dans le domaine du jazz. Alors, ça marque une grande ouverture du collectionnement. Et là, ce qu'on a ici, c'est l'harmonie des zouaves pontificaux. Oui, alors les zouaves pontificaux, qui au Québec avaient une importance telle, hein, à partir de 1860-1870. Alors ces zouaves-là vont aller en Italie pour défendre le pape. On va revenir ici, mais la tradition va rester, puis va influencer la musique. Et les harmonies, dans l'histoire musicale du Québec, c'est un volet important. Tout à fait. La fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, il y a une éclosion d'harmonie à travers Tous les villages. tous les villages. Alors, c'est une tradition qui nous vient des États-Unis. Hein. Et on n'a qu'à penser, entre autres, ceux qui ont regardé des reportages sur le jazz à la Nouvelle-Orléans. Alors, ces fameux corps et ces trompettes et ces cornets qui étaient vraiment utilisés là, pendant toute la fin du 19e siècle puis du 20e siècle. Alors, c'est un peu les débuts du jazz aussi. Hein. Alors, c'est vraiment très important. Et on a sorti des objets, hein, comme quoi les collections se répondent entre elles, des objets qui nous permettent justement de témoigner de cette culture populaire musicale. Alors, des pièces d'art populaire. Hein? Alors, voici quelques objets qui viennent de différentes régions. Alors, Charlevoix. Alors, une très belle tradition d'un sculpteur local, Gérald Mailloux, qui vient des Éboulements. Alors, on peut voir ici l'utilisation de 2 instruments de musique qui sont vraiment très populaires en région, le violon et l'accordéon. Alors, on sait qu'il y a eu les grands luthiers, mais toutes les régions ont fabriqué des violons. Puis à l'époque, il n'y a pas si longtemps, dans pratiquement toutes les familles au Québec, on retrouvait un instrument de musique quelconque, ou à tout le moins dans le voisinage, il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon, du piano ou du violon. C'est ça. Alors, ici, c'est Mary Travers, la Bolduc. La Bolduc. Alors, on la voit qui joue de l'harmonica, mais elle a aussi joué du violon, elle a joué de plusieurs instruments. Hein. Celle qui a chanté La crise dans les années 30. La chantée l'âme du peuple. Lui a eu une popularité vraiment plus importante, alors il a travaillé avec Gilbert Bécaud. Alors, Monsieur Pointu. Monsieur Pointu, qui était toujours habillé en blanc et qui jouait des reels avec les grands musiciens et les grands chanteurs de l'époque. Là, évidemment, ici, c'est une interprétation très C'est libre. une interprétation très libre d'un artiste de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et justement, de cette culture musicale populaire, on va se rendre dans l'exposition Le Temps des Québécois, où on peut observer et où on met en scène justement cette culture musicale du Québec du 20e siècle. Comme on vient de le voir dans la collection d'art populaire, on a une autre représentation de la Bolduc. La Bolduc, là, non pas avec son harmonica, mais avec le violon. Oui. Mais ce qui nous intéresse dans cette vitrine, principalement, c'est l'accordéon qu'il y a ici. Oui. Alors, c'est un accordéon traditionnel. Hein. C'est un accordéon qui a été fabriqué ici à Québec, dans la grande compagnie Gagné Frères. Alors, Gagné, ce sont vraiment des facteurs d'accordéon qui ont été parmi les premiers à faire des instruments traditionnels. Et ça, Michel, c'est des accordéons qui sont très populaires à prix modique, Oui. qu'on oui. retrouve vraiment là, dans les chantiers, dans les maisons, Oui. dans les fêtes. C'est l'accordéon, effectivement, du peuple.
Alors, c'est un accordéon qui... C'est un instrument qui est un petit peu particulier parce qu'on commence à le voir ici au Québec. Et curieusement, il va apparaître chez les Ursulines à Québec. Alors, on va enseigner l'accordéon. Alors, c'est un type d'enseignement qui est plus classique. Alors, on commence déjà avec un outil ou un instrument, mais qui va changer vite de fonction parce qu'il va se transmettre très rapidement dans la population. Alors, il est facile à jouer, il est facile à utiliser. On peut l'emmener un peu partout. Tu mentionnais tout à l'heure les chantiers, mais on le retrouve partout dans toute la province. On le retrouve au Canada, aux États-Unis. Alors, c'est vraiment l'instrument traditionnel par excellence. Là, Michel, ici, on est vraiment dans les années 70. Il y a des événements qui sont marquants dans les objets qui sont là. Oui. Entre autres, cette fameuse pièce. Oui, alors là, ici, on a un peu l'histoire de la musique traditionnelle, la musique populaire et un événement bien particulier. Alors, si on regarde le tambour en question, alors, c'est un sabar africain. Et ce sabar-là a été utilisé lors d'une grande fête qui a eu lieu à Québec en 1974, qui était la Super Franco-Fête. Et qui, semble-t-il, aurait été aussi les prémices du festival d'été. Tout à fait. Alors, ce tambour-là est un tambour de chef, c'est-à-dire que c'est ce tambour-là qui va rythmer l'ensemble des autres tambourinaires. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis la guitare, ici, c'est une takamine qui a appartenu aussi à un chanteur fort populaire. Enfin, je pense que les années 70, quand on parle de la musique, on ne peut pas faire autrement que de parler de Beau Dommage. Notre génération. De Michel Rivard. Alors voilà la guitare qui a appartenu à Michel Rivard. Alors c'est un bel ensemble par rapport à la musique populaire. Le fameux chandail du Canadien de Robert, qui ne l'a pas connu, qui n'a pas vu ça dans les années 68, c'était déjà nouveau. Alors tout ça, ça nous amène vers quelque chose d'autre. Alors en 68, c'est l'éveil de la culture. L'ouverture sur le monde. On commence à voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Alors dans les collections, on va avoir une collection particulière, celle de M. Henri Dorion. Et on a un très bel objet qui le caractérise. Alors ça, c'est vraiment une pièce intéressante. On peut voir, bon, qu'elle est fabriquée à partir de terre cuite, ce qui est assez rare pour un tambour, et un recouvrement en peau de chèvre. Alors c'est vraiment une pièce qui est très typique de l'utilisation des instruments de musique par les gens d'Afrique du Nord. Michel, on peut dire que les années 60-70, avec l'exposition universelle en 67, la Super Franco-Fête en 74, ont été des années marquantes, déterminantes pour la musique au Québec. Bien, tout à fait, parce que c'est vraiment le départ. Mais il faut penser aussi qu'avant ça, il y avait des gens qui s'occupaient aussi de la musique. C'est-à-dire, il y a eu des visionnaires, dont M. Henri Dorion. Alors, c'est vraiment un personnage particulier. Alors, c'est vraiment lui qui est au départ de notre belle collection. Et vraiment, Dorion, c'est un polyglotte, un géographe de formation en droit aussi, mais surtout un musicien extraordinaire, un passionné de musique. On n'en dira pas plus, on va aller le rencontrer. Alors, Michel, je te remercie infiniment de nous avoir présenté la collection d'instruments de musique et de nous avoir livré tous ces commentaires judicieux. Grand plaisir. Merci. Au revoir. C'est magnifique. On aimerait que ça dure. Oui, effectivement, le concerto dure 32 minutes, alors il y a bien d'autres choses que le petit extrait que j'ai joué, là. Alors, d'entendre ce piano dans la réserve, ça l'humanise. Et c'est aussi idéal pour les instruments de musique qu'ils puissent s'enrichir encore au niveau sonore. Et je sais que ce piano-là, qui est un Pratt ici, vous interpelle tout particulièrement. Ben oui, parce que les Pratt, c'était des très bons pianos. Et mon premier piano à queue était un Pratt, justement, mais qui a été vite remplacé, au bout de quelques années, par un Steinway, que mon père m'avait offert en disant « Si tu joues avec l'orchestre symphonique avant l'âge de 20 ans, je te le donne. » Alors, vous avez mis au défi. C'est ce qui est arrivé. Et j'avais joué à ce moment-là le concerto de Quatre-Châteaux-D'Arnes parce que Wilfrid Pelletier m'avait demandé quel concerto vous voulez jouer. Et c'est ce que vous nous avez interprété. Oui, c'est une portion. Oui, c'était le deuxième mouvement, évidemment, qui était accompagné à l'orchestre là-bas, qui est une vieille chanson populaire de la ville natale de Quatre-Châteaux-D'Arnes. Je peux dire que c'est un peu une des origines de mon intérêt pour les instruments de musique. Alors, c'est véritablement là que ça s'est amorcé. Pour moi, il y a une question qui est importante. Comment, avec le parcours musical que vous aviez, vous n'êtes pas destiné à cette carrière musicale? Je ne sais pas si j'y étais destiné, mais j'y pensais, incontestablement.
Et j'hésitais parce que j'ai fait mon conservatoire en même temps que mon droit. J'hésitais jusqu'à la dernière minute, en fait. Et c'est le bon Dieu qui a décidé pour moi parce que j'ai eu un accident d'automobile. C'est pas moi qui conduisais. et qui m'a privé de l'usage d'un bras. Donc, du jour au lendemain, j'ai dû abandonner l'idée de faire une carrière musicale. Wilfrid Pelletier, avec qui j'avais joué le concerto, voulait absolument que j'en fasse une. Effectivement, moi, j'hésitais. Mais il m'avait dit, avec son petit accent là, de l'Opéra de New York, où il y a beaucoup d'Italiens, il me disait, on peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer de boire. Et effectivement, c'est pas que je refusais, mon idée n'était pas faite, mais comme c'est le bon Dieu qui a décidé pour moi, en fait. Vous aviez une grande curiosité intellectuelle. Ben, je sais pas si elle est grande, et souvent pas trop grande, parce qu'on n'en connaît jamais assez, mais le fait d'avoir travaillé en géographie, en droit, en musique, ça attise la curiosité, parce que quand on voit des convergences comme celle-là, ça nous permet d'établir des liens qu'on ne ferait pas autrement. Ça nous permet d'avoir l'idée d'aller découvrir des choses. Autrement dit, les quelques recherches que j'ai faites sur les instruments de musique me ramenaient à la géographie. Toujours à la géographie. Ah, toujours. Oui, je pense que je peux dire que c'est ma toile de fond. D'autant plus qu'ayant l'intérêt pour les instruments de musique, bien, très souvent, je voyais que le contexte géographique se retrouvait dans les instruments. Dans les instruments. C'est comme ça m'a encouragé à continuer à faire la collection. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment, tout le contexte géographique et toute cette mémoire qui se retrouve aussi au cœur de l'objet, ça a été une préoccupation pour vous. Souvent, on dit que la musique, c'est un langage international. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus parce que je crois que, je ne sais pas si c'est Charles Trenet ou quelqu'un d'autre, disait que l'oiseau qui chante le plus juste, c'est celui qui chante dans son arbre généalogique. Et parce que la musique a quand même des racines locales. Il y a des compositeurs, bien, comme Khachaturian, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, puisent dans le folklore. Mais il y a aussi une telle chose que le folklore imaginaire. Les compositeurs imaginent ce que peut être une musique folklorique de leur milieu, de leur pays, de leur région. Et en ce sens, la musique est très géographique. Hein? Et vous étiez aussi à la recherche de ces cultures nationales, si Oui, on peut... oui, l'étude du droit, moi, m'avait amené à m'intéresser au droit international, donc les relations entre les peuples, toute la question des tensions interlinguistiques, par exemple, m'intéressait beaucoup, ce qui nous amène à rechercher quel est ce que André Siegfried, ce grand géographe, appelait l'âme des peuples. Chaque peuple a une âme qui s'exprime de plusieurs manières, entre autres dans la musique. Alors, vous avez choisi quelques objets sur lesquels vous allez nous raconter le parcours, hein? Comment les critères qui ont présidé au choix de ces objets-là, d'où ils proviennent. Alors, on va aller voir ensemble ces magnifiques pièces. Avec plaisir. Alors, on est au cœur de votre collection. C'est les objets que vous avez choisis, sur lesquels vous avez choisi de nous parler, à nous raconter leur histoire. Là, on parle de l'Europe de l'Est, on parle de l'Afrique, on parle de l'Amérique centrale. Oui, c'était les principaux domaines géographiques où j'ai acquis des instruments. Et cet instrument-ci, vous avez mentionné que c'est celui-là qui a été un peu votre première pièce. Oui, c'est un peu le déclencheur. En fait, c'est le premier instrument que j'ai acheté, dans le fond. Mais moi, il m'avait beaucoup intéressé parce que, d'abord, c'est l'instrument typique de Russie. Et deuxièmement, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait là-bas la fameuse statue de Pierre le Grand, qui est incontestablement le tsar de Russie, qui a été le plus important dans toute l'histoire de Russie. OK. Un instrument emblématique et un personnage emblématique de l'histoire de la Russie. Tout à fait, les deux se rencontraient dans un instrument. Ah, les immortels. Voilà, oui. Le marché, c'est là où les gens se rencontrent, les gens échangent, manifestent leur intérêt à acheter des choses, donc les personnes les apportent. C'est donc un peu le miroir de la société dans laquelle les marchés fonctionnent. Et je n'allais pas nécessairement dans les marchés pour trouver des instruments de musique, mais comme je m'intéressais au marché pour ma connaissance géographique des lieux, bien, très souvent, là, j'ai été attiré par un étal d'instruments de musique. Et c'est comme ça que la kora, par exemple, bien, la plupart de ces instruments, je les ai trouvés dans des marchés. Dans des marchés. Et tout particulièrement la kora. La première kora que j'ai vue, c'était en Gambie. Vous savez, ce petit État là, ex-britannique. Et c'est là que j'ai vu que la kora, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on le voit de ce côté-ci, il y a un trou ici. OK. Alors, évidemment, je me suis intéressé à savoir, ça sert à un tas de choses. Très souvent, les griots, les cordes de remplacement, ils les mettent là-dedans. Après avoir joué, ils font le tour et les gens mettent des aumônes là-dedans. Et il y a aussi, souvent, ils mettent comme un mouchoir qui pend
J'ai vu que des fois, il l'enlevait, il le remettait, des fois, il le donnait à des personnes qui étaient là. Il y a toujours un élément de mystère. En fait, je n'ai jamais eu l'explication, puis je suis heureux de ne pas l'avoir, parce que dans le fond, ça attache le mystère à ça. Oui. Alors, mais celui-là, je l'ai trouvé dans un marché. Et comment on joue de cet instrument? Ah bien, c'est très particulier, hein, c'est comme ça. Ils le tiennent comme ceci, et avec les autres doigts, c'est une dextérité assez extraordinaire. Ben oui, absolument. C'est vraiment comme ça qu'ils le jouent. Et on voit que l'accord est très, très fixe. Il est fait par des nerfs ici qui ont été mouillés puis ensuite séchés. Donc, éternellement accordé. Tout à fait, oui. Et dans un marché non lointain, d'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé ce balafon. OK. Qui, comme celui-ci, fait un rapport avec la flore. Hein. Ça, c'est une calebasse. Calebasse. Une grande calebasse qui est recouverte de la peau. Mais ici, c'est toute une série de calebasses qui sont des résonateurs. Et lorsque l'on frappe là-dessus, les résonateurs sont de tailles différentes, d'où la gradation des sons. Alors, on est toujours en Afrique. Ici, au niveau des instruments, là, on traverse un continent. Là. Tout à fait, et on arrive en Amérique. Okay. Il y a évidemment ces très belles calebasses encore, hein, qui sont toutes gravées avec ces traits historiés. Hein, il y a toute une histoire là, qui est gravée ici. Mais peut-être là où c'est encore plus de rapport avec l'histoire et la géographie, ce sont les flûtes, les ocarinas, soit zoomorphes, soit théomorphes, hein, soit des formes d'animaux, des formes de dieux, comme par exemple ce dieu aztèque ici. Et très souvent, mais ça, ce sont des instruments carrément folkloriques. Hein? C'est fait pour le tourisme, c'est sûr. Il y a toujours des jeunes qui viennent nous chercher. Bon, hein, veux-tu un petit instrument authentique? Oublions le mot authentique. Oui. Mais ce sont des reproductions qui, dans le fond, c'est fort intéressant parce que ça nous montre ce qu'ont été les anciennes cultures. Oui, tout à fait. Et dans le fond, c'est comme ça que, pour moi, même des instruments qui ont peu de valeur en soi, mais la valeur d'évocation est très, très forte. Et pour prendre l'expression de cette série d'émissions, ça ouvre des portes. Hein? Ça ouvre des portes vers la culture du lieu que ça représente. Et ici, on a un charango qui est très particulier. D'Amérique aussi, parce qu'il est fait avec une carapace de tatou, l'armadillo, qui est un animal qui est maintenant protégé et qui est maintenant interdit de tuer selon les pays, mais surtout d'utiliser pour des choses comme celle-là. Okay. De telle sorte qu'aujourd'hui, les charangos... Non, c'est fait avec du bois. Bien sûr, la sonorité pour les avertis est un peu différente. C'est pour ça que celui-ci a une valeur intéressante. Alors, c'est des espèces qui sont menacées. Et l'instrument, comme vous dites, maintenant a une valeur plus qu'intéressante parce que c'est plus possible. C'est là qu'on voit que les instruments peuvent avoir toutes sortes de rapports avec les animaux, le charango, avec le cheval ici, ou alors celui-ci, mais de façon indirecte, hein, une gadoulka en Bulgarie, qui est utilisée par les dresseurs d'ours. C'est un violon, c'est une forme de violon. Oui, ça se joue avec un archet, et c'est l'instrument que jouent les dresseurs d'ours qui dansent au son de la gadoulka. Donc, on voit hein, que la musique, à travers ces instruments, touche un tas d'aspects de la géographie humaine, physique, la flore, la faune, etc. Et ce qui est étonnant, un instrument comme ça, vous me disiez que ça se joue pratiquement encore aujourd'hui. On peut trouver encore... Ah oui, absolument. Oui, la musique traditionnelle bulgare utilise la gadoulka. Qu'est-ce qu'un donateur peut souhaiter pour une collection comme ça dans un musée comme le nôtre? Ah bien sûr, d'une part, que les instruments soient vus et soient entendus. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, en faisant ma collection, moi, j'ai visité un très grand nombre de musées d'instruments de musique. Il y en a où les instruments sont et seront toujours muets. Et ça, je trouve dommage. C'est un peu un cimetière d'instruments, dans le fond. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient entendus, la première chose. Et la deuxième, c'est que de plus en plus, et là, c'est l'élément recherche qui arrive, de bien connaître le contexte. Quelle est la mémoire dont chaque instrument est investi? Et ça demande de la recherche. Ça demande beaucoup de recherche. Oui. Alors, M. Dorion, je vous remercie infiniment. Ça a été un privilège puis un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Au terme de cette émission, après avoir parcouru la collection générale avec Michel Laurent,
et la collection plus spécifique d'Henri Dorion avec le collectionneur lui-même. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante et qui domine dans tout ce discours, c'est l'apport de l'instrumentation des pays étrangers dans notre culture musicale. Et ça, c'est inévitable, même si la collection, elle est jeune, parce qu'on a bien vu que cette collection-là s'est faite dans les 40 dernières années. Il n'en demeure pas moins que la culture musicale au Québec est nettement influencée par les cultures étrangères. En témoigne aussi l'exposition universelle de 67, où là, les différents pays sont invités à se manifester au niveau de la musique. La Super Franco-Fête en 74 est aussi un autre élément. Alors, c'est pas étonnant qu'on retrouve dans la collection nationale dans le fond, toute cette influence des cultures d'ailleurs. Et c'est certain que dans les prochaines années, la collection du Musée de la civilisation va faire que se bonifier de cette présence des cultures d'ailleurs au Québec. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres et à la prochaine.